Laure Manel, l'embarras du choix, partie 1, chapitre 7. Il y a comme un nuage de culpabilité qui s'abat sur elle quand elle s'assoit sur le canapé. Elle est écarlate. Écartelée entre la joie de son corps et les tourments de son esprit. Julien ne mérite pas ça. Julien ne mérite pas ça, pense-t-elle en boucle. Qu'a-t-elle fait? Dévaster le contrat de mariage, rompu le pacte, déterrer la croix qu'elle va devoir porter à présent. Elle n'avait vu qu'elle que son appétit de séduction et de sexe. Elle n'avait pas pensé au reste, surtout pas au fait qu'elle allait croiser Bertrand régulièrement, surtout pas au fait que Julien risquait de s'apercevoir de quelque chose s'il les voyait tous les deux. Leur malaise serait palpable. Les ex, leur malaise serait palpable. Le sien surtout, à elle. Que savait-elle de Bertrand, après tout? Peu de choses. Quand elle va chercher Lison à l'école, elle se sent encore toute chose. Elle craint de tomber sur Bertrand. Elle l'a laissé en fin de matinée avec comme seul mot un au revoir qui ne disait rien de ses intentions, rien de ce qu'elle projetait de faire ensuite. Et pour cause, elle n'en savait rien. Après une après-midi de réflexion, elle a décidé que cette entrevue charnelle serait l'unique rapprochement physique entre elle et lui. Oui, elle l'a décidé. Sa vie va reprendre son cours. Normal, c'est ce qu'elle se dit. Il faudrait juste ne pas croiser Bertrand. Au moins quelque temps. Elle veut croire que l'insouciance de son désir pour ce fantasme incarné l'aura fait s'éteindre, par là même qu'elle ne sera plus tentée de lui revenir, puisqu'elle a rompu le charme de son désir en le concrétisant. C'est en mère de famille quasi parfaite qu'elle regagne son appartement digne et droite. Emma a de la volonté. Elle sait quoi se dire et quoi faire. Quand Julien rentre du travail le soir, elle ressent à nouveau la culpabilité la submerger. Il faut faire abstraction de ce qu'il s'est passé, comme si c'était un rêve, rien de plus. Elle essaye de s'auto-convaincre. Embrasse Julien pour mieux se persuader que rien n'a changé et que cela anéantira le charme qu'il a ensorcelé.
mais la nuit qui suit est mauvaise. Tourmentée, Emma trouve le sommeil tardivement. Après avoir repassé en boucle la scène d'amour avec Bertrand, des petits phrases qui crépitent au seuil de sa mauvaise conscience. Elle rêve même de Bertrand. C'est la première fois que ça arrive. Pas la dernière, mais ça, elle ne le sait pas encore. Le matin, au travail, elle a la sensation de planer un peu dans des vapeurs néfastes. Elle se sent nauséeuse, pas bien. Il y a comme un malaise. Elle est coupée en deux, déchirée entre le bien-être évident qu'elle ressent aux côtés de Bertrand et la honte qui la tient en même temps, un peu comme si elle était au régime et qu'elle avait cédé au plaisir d'un gâteau au chocolat à 3000 calories. Demi-plaisir, car attaché de culpabilité. Sauf que là, les conséquences potentielles sont autrement plus graves. Dans les jours qui suivent, Emma sort le moins possible de son appartement et prie pour ne pas croiser son voisin. Elle se dit qu'il a sans doute compris ce qu'elle souhaitait. Cela n'aura été qu'une expérience charnelle entre eux, et elle ne veut plus que des rapports cordiaux avec lui. Pour autant, elle hésite. Ne devrait-elle pas lui écrire un petit mot et le glisser dans sa boîte aux lettres? Après tout, comme ça, les choses seraient claires s'il pensait qu'elle réfléchissait ou qu'elle absorbait sa honte. Pour mieux y retourner, il saurait à nouveau à quoi s'en tenir. Emma s'y reprend à plusieurs fois pour finalement aboutir à ce petit mot. Bertrand, cela n'arrivera plus. Soyez bon voisin, je compte sur toi, sobre et correct. Pas d'envolée, pas de larmes, digne et droite. Avec Julien, c'est à peu près comme avant, à peu de choses près. En effet, ce qui a changé, c'est que quand elle est au lit avec lui, elle repense aux mains de Bertrand, à son regard de braise, à ses baisers torrides. La réalité conjugale est tellement cache, insipide en comparaison. Elle a parfois des flashs en plein ébat. Heureusement, Julien ne sait rien de ces envolées oniriques intérieures. Elle l'a parfois pitché de sa naïveté, mais se rassure en se disant que beaucoup de femmes
fantasme sur un autre homme, vedette ou star de cinéma, quand elles sont dans les bras du leur. Elle pense à son voisin. Parfois, quand même, elle renoue avec une vraie culpabilité et se juge mal, mauvaise épouse, n'a pas su conserver l'unité de son foyer, a entaché son mariage, l'a éclaboussé de vilaines taches indélébiles. Elle se sait responsable. Elle n'a pas été la pauvre victime d'un séducteur aux dents longues. Elle l'a voulu, elle l'a eu. Elle se sait fautive. Parfois, cela la noue. Elle n'a plus d'appétit. Elle se regarde dans la glace et a honte, un peu au moins. Elle regarde sa fille et se dit qu'elle n'est pas un bon exemple, qu'il ne faut surtout pas qu'elle sache ça plus tard. Elle n'en a pas parlé à Suzy, ni à personne d'autre, par respect pour son mari et peut-être aussi pour préserver les apparences. Une femme bien en ménage ne trompe pas son mari, et elle était tellement fidèle de s'arranger. Elle s'est trompée sur elle-même en trompant son mari. C'est aussi ça qu'elle a du mal à digérer. Se serait-elle fourvoyée? Et il est arrivé ce moment où elle a revu les Bertrand dans l'ascenseur, évidemment, coincé. Il est accompagné de son fils, vraisemblablement. Bonjour, Emma, glisse-t-il. Bonjour, Bertrand. Comment vas-tu? Bien, et toi? Très bien, Maxime, c'est Emma, notre voisine, avec qui nous entretenons une relation très cordiale. Emma manque de sursauter à la réception de ce pincement ironique. Bonjour, madame, ça veut dire quoi, cordial? Ça veut dire sympathique, répond Bertrand. Nous entendons bien, n'est-ce pas, Emma? Bonjour, Maxime. C'est vrai, concède-t-elle avec un léger étranglement dans la voix. L'ouverture de la porte soulage Emma, qui reprend enfin de l'air et se précipite chez elle. La froideur dans le ton de Bertrand faisait mentir ses yeux brûlants. C'est tout ce qu'elle a vu. Il souffle le chaud et le froid. Elle veut garder la tête sur les épaules, faire comme si n'y s'était rien passé, digne et droite. Un autre jour de la semaine, il se trouve dans l'ascenseur en même temps, seul. Seuls se disent bonjour, se frôlant, leur respiration s'accélère. Le désir
palpitent et s'invitent entre eux. Le regard d'Emma se brouille et bouillonne. Bertrand comprend. Il sait maintenant qu'elle lutte contre elle-même avant tout. Christophe, ami du mari, 35 ans. Je n'en veux pas, c'est tout. Marre qu'elle me tanne avec ça. Tous les jours, ou presque. J'y ai droit. Allez, dis oui. Qu'elle me supplie, mais moi, pas envie. On en a déjà trois, comme si ça ne suffisait pas. Un quatrième, ça veut dire beaucoup de choses, de changements. Une chambre à partager, une voiture à acheter, le passage au statut de famille nombreuse. Et puis revenir aux couches, aux pleurs, aux nuits. Dévastatrice. J'ai un peu passé l'âge et on était enfin tranquille, avec des enfants assez grands et déjà un minimum autonome. J'étais déjà pas chaud pour le troisième alors. Et puis on a trois gares. C'est bien beau d'espérer avoir une fille pour rompre le sort, mais si c'était encore un garçon, c'est pas moi que ça gênerait, mais je vois déjà sa déprime à elle. Je vois déjà aussi les conséquences pour notre couple. Déjà qu'on peine à se retrouver, qu'on passe notre temps à être parents taxi. Je ne parle pas non plus des millions qui s'accumulent sur elle. J'ai épousé une belle femme mince par une baleine pondeuse. Elle a bien changé. Bonjour, endieuse. Elle a bien changé. Bonjour. La dégradation avec les grossesses. Alors une de plus et je crains le pire pour ma liberté. Non, vraiment. Trop. J'arrive là. Non, vraiment trop. J'arrive là. Mise au point de déverrouiller. Image.